Eh bien, ce soir, nous sommes allés à la rencontre d'un poète belge, Marcel Thierry, qui vient de recevoir pour l'ensemble de son œuvre le prix Bernheim. Nous nous trouvons actuellement à l'Académie de langue et de littérature française. Marcel Thierry, je crois qu'on connaît relativement bien votre œuvre. Par contre, on ne connaît pas du tout l'homme que vous êtes, peut-être parce que vous avez horreur des interviews, peut-être parce que vous avez horreur de la publicité. Est-ce que ce n'est pas un peu anachronique pour un écrivain à l'heure actuelle ? Et voilà une question difficile à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne crois pas que ce soit anachronique. Il me semble qu'au contraire, on ira de plus en plus vers un certain détachement et un certain confort par le fait du détachement, de l'interview et de la publicité. Je ne dis rien qui vous désoblige en disant ça. Dans le fond, vous avez à l'heure actuelle un certain nombre de fonctions très officielles, en dehors bien entendu de votre œuvre à laquelle vous vous consacrez, mais à 20 ans, est-ce que ce n'est pas une véritable carrière d'aventurier que vous commenciez ? Mais c'était l'aventure, mais l'aventure imposée. Je pense que vous voulez parler de ce voyage, qui est d'ailleurs à peu près qui est le seul grand voyage que j'ai fait de ma vie, et qui est ce voyage que j'ai fait avec le corps expéditionnaire des autocanons belges en Russie. Et c'est une aventure assez incroyable, somme toute. Oui, c'est une aventure. C'est une aventure en effet assez extraordinaire. Eh bien, nous sommes partis en 1915, nous étions à peu près 300. Nous sommes partis de Brest après avoir signé un engagement spécial pour la Russie. Il y a eu là en 1916 une grande offensive d'été qui a été victorieuse. Puis l'arrêt par la boue en septembre 1916, le piétinement dans la boue, la démoralisation de l'hiver de 1916-1917. La révolution russe éclatante en mars 1917, et puis alors la tentative de Kerensky de faire livrer une nouvelle offensive par l'armée russe qu'il avait reconstituée comme il avait pu, et puis l'écroulement et la retraite. Qu'avez-vous vu, qu'avez-vous retenu de la révolution russe à laquelle vous avez assisté ? Eh bien, nos premiers contacts ont été en somme d'aspect assez peu révolutionnaire. Nous avons appris avec un peu de retard, je crois, parce que les nouvelles n'allaient pas vite, il ne s'agissait pas de radio ni de rien de pareil. Nous avons appris la révolution de Pétrograd, et puis nous avons vu les troupes russes qui ont été amenées dans l'ordre le plus parfait par leurs chefs, par leurs colonels, par leurs généraux, à une sorte d'hôtel où les popes faisaient prêter serment, faisaient renouveler par les troupes le serment qui avait été prêté au drapeau impérial et qui était renouvelé au drapeau rouge. Puis très rapidement, les choses se sont gâtées. On a vu constituer des comités de soldats dans les régiments. La discipline des officiers s'est effritée. Kerensky est intervenu pour essayer de galvaniser l'armée russe. Il a obtenu un nouvel effort d'offensive au mois de juin 1917. Cette offensive a piétiné et puis elle s'est écroulée après une vingtaine de jours sur une contre-attaque de troupes de choc allemandes. Alors ça a été la débâcle. Nous nous sommes retirés. Au mois de novembre a éclaté alors la deuxième révolution russe, ou la troisième si on compte Lvov, Kerensky et puis Lénine. Et au mois de novembre pour nous, parce que nous avions gardé l'ancien calendrier, mais la révolution d'octobre russe, après octobre, nous sommes retirés alors, puisque les troupes russes ne combattaient plus, nous sommes retirés sur Kiev. À Kiev, nous sommes tombés dans une situation assez extraordinaire et paradoxale. Nous nous sommes trouvés être les seules troupes belges qui étaient neutres pendant la guerre, parce que les consignes que nous avions reçues étaient de ne pas nous engager dans le conflit qui existait à ce moment entre la nouvelle armée ukrainienne et la nouvelle armée rouge reconstituée. Nous avons vu là cette armée ukrainienne extraordinaire, d'ailleurs comme pittoresque, parce que les Ukrainiens avaient compté sur certains souvenirs locaux, certains souvenirs d'ailleurs très anachroniques. On voyait des gens avec la coiffure à la Taras Bulba et avec d'anciens uniformes cosaques qui se promenaient dans les rues de Kiev, un bariolage d'uniformes extraordinaire, une espèce de curieuse fête militaire dans la misère de Kiev, parce que Kiev était dans la famine en même temps. Puis alors l'assaut des troupes rouges, la prise de Kiev, qui a d'ailleurs été une chose atroce par les rouges, et puis nous avons pu négocier avec l'état-major rouge et on nous a donné un train
un train de 54 voitures avec lequel nous sommes partis, espérant d'abord gagner Mourmansk et puis alors la France par le nord, mais la route du nord ayant été coupée par les Allemands qui avaient repris l'offensive après la rupture des pourparlers de Brest-Litovsk, la retraite alors vers l'est, la retraite par la Sibérie. À ce moment, les Blancs, les armées blanches de Semmenov et de l'amiral Kolchak avaient constitué un front vers la frontière mandchoue. Les soviets ne se souciaient pas évidemment de nous voir passer avec un petit effectif, nous n'étions plus guère que 180, 165 ou 180, mais ils ne se souciaient pas de nous voir passer avec notre matériel de l'autre côté. Et nous avons dû alors envoyer un parlementaire qui était un bruxellois, le capitaine Houden, que je revois encore fréquemment ici. Et ce parlementaire est parti seul sur notre seule locomotive, la seule qui circulait encore sur le Transsibérien. Nous sommes restés isolés pendant 3 jours dans une petite gare du Transsibérien, absolument déserte, où il n'existait plus rien. Et nous avions cependant, dans cette petite bourgade qui avait été la tête de ligne d'une organisation de caravanes pour la Mongolie, nous avions trouvé un chameau. Et alors avec ce chameau était né le plan pour le cas où le capitaine Houden n'arriverait pas à nous faire envoyer un train pour nous reprendre, puisque les Rouges ne voulaient pas lâcher leur wagon à eux. On avait formé le plan de descendre en caravane à pied par la Mongolie avec le chameau qui aurait transporté l'eau nécessaire. Le chameau unique paraissait un peu maigre comme moyen de transport, et le 3e jour est arrivé un miraculeux train chinois amené par le capitaine Houden, par des officiers chinois très chamarrés et par un piquet d'honneur chinois. Le train chinois lui-même étant d'ailleurs un très beau train de fabrication belge, car c'était les Belges qui avaient construit les chemins de fer chinois. Et là, nous avons eu cette espèce de contraste. Nous sommes passés dans cet admirable train à couchettes et à drap de lit blanc, chose que nous ne connaissions plus depuis des temps infinis. Et le lendemain matin, nous nous sommes trouvés en gare de Karbin, pratiquement en terre américaine, car les Américains étaient là, les cigarettes américaines étaient sur le quai de la gare, des pâtisseries russes, mais alors de la grande époque russe, se trouvaient sur le quai de la gare, et on était dans l'abondance, et nous avons fait un petit déjeuner fabuleux dont nous nous souviendrons tous. Mais c'était à ce moment-là la fin d'une grande aventure, et je crois qu'ensuite, vous n'avez plus beaucoup voyagé. Ah non, je n'ai que des voyages absolument qui sont même ridiculement petits quand on pense aux voyages que l'on peut s'offrir aujourd'hui. Pourtant, on retrouve quand même une certaine odeur d'aventure dans certains de vos poèmes. Je songe à Vancouver. Vous ne voulez pas nous réciter les premiers vers de Vancouver pour qu'on puisse les remettre en mémoire éventuellement? Mais je n'irai pas jusqu'à essayer de vous les réciter parce que je connais le premier qui est « Toi qui pâlis au nom de Vancouver » et puis je n'irai pas plus loin parce que ça paraîtrait dangereux. Eh bien oui, ce premier vers de « Toi qui pâlis au nom de Vancouver », c'est ma première. Vous parliez d'aventure, eh bien c'est une petite aventure poétique parce que je donnais en effet en 1924 cette petite plaquette. Je ne savais quel titre lui donner. C'est une plaquette qui était tirée à 100 exemplaires, qui devait être tirée et qui l'a été à 100 exemplaires. Et j'ai pris comme titre le premier vers d'un poème qui s'appelait « Toi qui pâlis au nom de Vancouver ». Il se fait que le vers a un petit peu frappé et qu'alors on a parlé du recueil de poèmes d'après le titre. Et mon Dieu, personne n'ayant vu le recueil de poèmes, on a fait confiance au titre. Quand vous étiez en Russie, quand vous aviez 20 ans, est-ce que vous étiez déjà à ce moment-là guetté par une carrière littéraire ou bien est-ce qu'il y avait d'autres possibilités pour vous? J'étais oui, depuis longtemps, en tous les cas, enfin plus longtemps qu'on puisse dire depuis longtemps quand on parle de jeunes gens de cet âge. Enfin, j'ai commencé à écrire très jeune et j'étais là avec mon frère qui, lui, faisait carrière d'écrivain et de journaliste, qui a été très gravement blessé en 1917 dans cette offensive de Kerensky dont nous parlions tout à l'heure, et dont la carrière d'écrivain a été tranchée par cette blessure. Eh bien, Marcel Thierry, je vais encore vous poser une dernière question très directe. À l'heure actuelle, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous désireriez? Pas de réponse.
Bonsoir. Vous écoutez Radio Campus, il est minuit et 11 minutes. Ce lundi 23 mars, émission Écho dans la nuit. Un nouvel épisode spécial Marcel Thierry dans le cadre de ce mois de mars dédié aux auteurs belges. Vous venez d'écouter une interview de Marcel Thierry datant du 20 décembre 1963 dans laquelle il évoque son expérience de guerre lors de la Première Guerre mondiale et plus spécifiquement en 1916. Je vais donc consacrer cette émission aux œuvres de Marcel Thierry et commencer la lecture par le poème qu'il évoque dans l'interview, à savoir « Toi qui pâlis au nom de Vancouver ». Toi qui pâlis au nom de Vancouver, par Marcel Thierry. Toi qui pâlis au nom de Vancouver, tu n'as pourtant fait qu'un banal voyage. Tu n'as pas vu les grands perroquets verts, les fleuves indigos, ni les sauvages. Tu t'embarquas à bord de minces steamers, dont par malheur pas un ne fit naufrage. Sans grand éclat, tu servis sous Sturmer pour déserter. Tu fus toujours trop sage. Mais il suffit à ton orgueil, chagrin, d'avoir été ce soldat pérégrin sur le trottoir des villes inconnues. Et seul un soir, dans un bar de Broadway, d'avoir aimé les grâces Greenway d'une Allemande aux mains savamment nues. Quand en avril 18, en garde carbine, tu dormais un sommeil plein du choc des wagons. Quand l'ictère et sa jaune esthétique chagrine aigrissaient savamment tes méditations. Quand Tarnapol était Ecbatane et Gomorre, et quand, ayant tiré la pyrofaction, tu regardais bleuir secrètement l'aurore. Je me souviens encore de vos rouges falaises, Folkestone, et du vert des pelouses anglaises, et du balancement qu'avaient les grands steamers et mon rêve embarqué s'en allant sur la mer. Je me souviens des jours d'automne boréal où j'ai connu, parmi les pâleurs idéales dont la laine du pôle angélisait le ciel, le nord, le gel et les clochers d'or d'Archangel. Je me souviens aussi du nom fier d'Elverdingue et des bons compagnons durcis par la bourlingue, près de qui j'ai dormi mes plus justes sommeils. Je me souviens des continents et des soleils. Je me souviens des mers et des ports et des femmes et des fleuves sans nom et des villes sans âme,
où parfois mon destin vagabond s'arrêtait, et qui voyait passer avec indifférence, parmi leurs spleens, ou leur splendeur, ou leur souffrance, ce même soldat maigre et ardent que j'étais. Asie, au nom de maladie, beau marécage empoisonné, par ton printemps contaminé, je suis atteint du mal Asie. Je suis comme syphilisé qui se souvient de son ami, et de sa chair pourrie, et du goût mort de son baiser. Au mauvais lieu de Mongolie, par le Cosaque et le Yankee, j'ai vu ton chaud corps possédé. Et dans l'Ouest et dans la vie, par tes mystères obsédés, je traîne un cœur atteint d'Asie. Ce soir, triste, sur Lingoda, tu te souviens de sa couleur. L'herbe brûlait avec pâleur par les champs roux, sous le ciel jade. Mais ta belle âme de soldat, te souviens-tu de sa couleur? Jeunesse drue, et si d'ailleurs parmi ces orients malades, une eau très verte apparaissait sous la glace très amincie de Lingoda couleur d'Asie. Les bleus chameaux au loin passaient, et tu rêvais d'être au pousset dans un kaki de fantaisie. Pour être encore sur ce transport qui ramenait aussi quelques femmes créoles, sur ce transport ayant à bord ces femmes, ces soldats vaincus et la variole, pour voir passer encore au bras d'un aspirant le flirt bronzé du capitaine, qui portait avec art une robe safran comme un drapeau de quarantaine. Pour souffrir encore du vaccin, du mal de mer et de l'altier dédain des femmes, et pour rêver de jeunes saints dans l'entrepont plein du confus chaos des âmes, pour entendre chanter encore dans les agrès les longs alizés nostalgiques, pour être encore ce vacciné du Pacifique, tu donnerais. Ô capitales inconnues, je vous connais. Vous fûtes celles qu'on tient nues et que l'on ne quitte, pour jamais. Ô escales, ô amoureuses, pour des dollars ou des douros, vous vous donniez comme les gueuses se donnent aux matelots. Dans vos pays, comment débougent vos corps pour d'autres sont restés, pendant que mon destin qui bouge, partit pour d'autres vanités. Et quand, comme au coin d'une rue, je rencontre au détour d'un soir les souvenances apparues de vos bars et de vos trottoirs, c'est comme si, soudaine et belle, à telle qui va s'embourgeoisant, reparaissait quelque éternelle prostituée eue à 16 ans. Parce qu'un remorqueur brame devant l'écluse, tu pars, tu es à bord, le soir tout feu éteint, tu écoutes, couché sous ton astre incertain, le chant du coq martiniquais dans la cambuse, la berceuse du vent plaintif dans les agrès et le déferlement des vagues sur l'étrave. Ô entrepont plein de cœurs d'homme, ô regret, va, la mer t'a marqué du signe des esclaves. L'appel d'un remorqueur ce soir t'a fait pâlir. Tu n'as plus que l'amour de tes vieilles épreuves. Tu ne passeras plus un pont sans tressaillir. L'odeur de Rotterdam monte
De tous les fleuves et le bruit de la mer chante dans tous les bruits. Tu es dans ta maison bourgeoise et tu vieillis. La fin d'hiver sur Lingoda par Marcel Thierry. La fin d'hiver sur Lingoda, tu te souviens de sa couleur. L'herbe brûlait avec pâleur par les champs roux dans le soir jade. Mais ton long flegme de soldat, tu te souviens de sa couleur? Indifférente et grise humeur devant cet Orient malade. Une eau très verte apparaissait sous la glace très amincie de Lingoda Colorasie. De bleus chameaux au loin passaient, et tu rêvais d'être repoussé dans un kaki de fantaisie. Vue des femmes par Marcel Thierry. Ô douce nécessaire, vue des femmes, continue longtemps, les dames donnent
c'est leur nom en italien. L'une qui laisse voir une mouche à son sein, l'une qui marche comme on danse ou l'on encense, que continue leur seul grand don égal, leur vue, et si leur vue dérivait aussi vers l'absence, il faudrait seulement le rêve de leur vue, et recenser leur front plus nu que les visages, et quand la sorbe est mûre et tourne au rouge doux, relire au relief, lent des monts blancs d'un ciel doux, leur gorge caressée, devenue des nuages. Délicieuse d'être partie par Marcel Thierry. Délicieuse d'être partie, je te recense au coin de mon feu. Toi et tes délices mal captées, et à mes doigts cet ambre fiévreux. J'ai vu jadis au fond d'un navire quelques soldats, taciturnes élus, qui recensaient, taciturne avare, un parfum d'ambre et Honolulu. Quand par Marcel Thierry. Quand notre plainte aura limé la loi, quand nous aurons assez tordu nos mains, quand notre front heurtant le barreau froid aura sonné demain et lendemain, qui sommes-nous? Les esclaves marrons dans la forêt sans pôle ni Virginie. Fouillons encore, traçons encore des ronds, la chasse des grands chiens n'est pas finie. Quand nous serons pardonnés par les chiens, et quand peut-être, ayant brouillé la piste, nous dormirons à deux et sans lien, sous le clément bercement d'un palmiste.
R par Marcel Thierry. Doux mal d'innocence, nous ne t'avons plus, nous sommes élus pour la connaissance. Où est-il l'ennui, notre ange aux yeux tristes, perdu avec lui, notre peine artiste. Et ce mal d'alors, ce loisir, ces corps, d'eux-mêmes incertains, vois qu'il est solide, à présent ton crime. Est-ce le matin ?
Tu tiens l'Atlas ouvert par Marcel Thierry. Tu tiens l'Atlas ouvert sur tes genoux. On n'y voit pas ton voyage marqué. Or, tu voudrais décorer d'un or doux le nom des ports où tu t'es embarqué. Et dessiner les plus beaux épisodes comme on faisait sur les cartes anciennes. Ta halte, ici près de l'enfant qui brode, là des dangers en terre non chrétienne. Va, tu peux bien tracer au crayon bleu ton aventure autour de l'univers. Mais ton sillage, autrefois écumeux, n'est pas resté dessiné sur la mer. De tant d'ivars qui sont tombés en mer, ayez pitié, Notre-Dame d'argent, quand vous suivez des jardins indulgents, un vol d'avion, financier sur la mer. Vous êtes belle, à l'abri des hivers, sur cette rive où votre gré se pose. Mais les ivars qui sont tombés en mer n'ont rien servi que vous et votre cause. Ils sont tombés de la dette éternelle. Ils sont roulés par la mer maternelle. Et c'est leur âme en la mer abîmée que vous voyez quelquefois effleurer d'un brouillard brun le grand calme azuré, comme un soupir sous-marin de fumée. Emma paissait dans ses mains le sel des anges, comme un pur bétail paie l'herbe à plus jamais. C'est doux de brouter l'arsenic des revanches, mis en bocal par de prévenants ornais. Anna voyait à travers la neige oblique grandir l'œil éternel et rouge du train. C'est facile. Ô mari conseillé au lik, ce seul pas,
et vos justices prennent fin. Où le colchique est pardonné des pervenches, dans l'herbe où péché ne fait mal plus jamais. Laudanum, au nom de fleurs et de louanges, vois-je, Clara, l'ange que tu endormais? Avoir connu San Francisco, avoir connu comme Carco les nobles filles crapuleuses, avoir vu dans Pernambuco les grands catalpas tropicaux régner mauves sur les pelouses, ou si n'avoir pas vu ceci, avoir vu des choses aussi tropicales ou du moins presque, et n'être plus que cet assis à mettre en vers les vieux récits presque authentiques de ces frasques. Si je ferme les yeux sur toi, tilleul, tu restes. Qu'est-ce qui a cessé de ton balancement par étage de plusieurs vers et d'or en miel?
qu'est-ce que c'est cesser? Tu restes, ton sarment, de branches en beau noir circulent dans les feuilles, dont chacune devient lampe au contre-soleil. Si j'ai fermé les yeux sur toi, qui a cessé? Tu demeures dans le long monde de tes brises, ainsi de celle ainsi que le voir a laissé, ainsi du monde qu'elle habite dans ses brises, l'incessé. Le cœur et l'essence par Marcel Thierry. Doigt ivoirin sur l'ivoire des touches, voix désuète un peu du piano, vieille chanson sur une jeune bouche. L'abat-jour rose et son rose halo, la nuit d'été qu'on voit par la croisée, et dans la nuit, la rade, Icéphalo. Des voiles blancs sur une chair rosée, et sa chanson flottant sur tout cela, et la douceur de cette heure apaisée. Ô souvenir vivant de ce soir-là.
Minuit 59 et 30 secondes sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Cet épisode de l'émission Écho dans la nuit se termine. Benoît Muche au micro comme chaque lundi minuit. Vous pouvez laisser des commentaires et des suggestions de lecture sur la page Facebook de l'émission en tapant Écho dans la nuit dans Facebook et écoutez également les enregistrements de tous les directs de cette émission depuis ses débuts sur YouTube en tapant Benoît Muche, M-U-2-S-C-H-E, Écho dans la nuit, dans le champ de recherche de YouTube. C'était un épisode spécial Marcel Théry dans le cadre de ce mois de mars dédié aux auteurs belges. Il y a même un texte dont j'ai relu un extrait au début de l'émission et je vous en présente mes excuses. N'hésitez pas donc à visiter la page Facebook et laisser des commentaires sur les anciens épisodes sur YouTube en tapant à chaque fois Écho dans la nuit avec S à Écho. Je vous laisse en musique avec Aurora X, Nova et 11 et je vous donne rendez-vous ce dimanche, donc à la fin de cette nouvelle semaine, à minuit comme d'habitude, pour l'émission qui commence à minuit 0000 le lundi. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, et je vous souhaite également une très très belle nuitée et de faire de beaux rêves. À bientôt.